Bonjour, ici PN Tori pour cette dernière émission sur la série de l'après-rupture avec une personne qui vous a agressé de manière perverse ou abusé et qui était votre conjoint ou votre conjointe lors d'une relation amoureuse. Donc là, on va s'intéresser aux enfants parce que beaucoup de questions ont été posées, notamment par des personnes nouvellement abonnées, donc qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, et comme il commence à y en avoir beaucoup, elles ne sont pas forcément informées, même en s'abonnant et en cliquant sur la cloche, de tout ce qui a été fait avant. Voilà, on est abonné seulement des nouvelles vidéos. Donc ce que je compte faire, c'est remettre en ligne ces 2 vidéos que j'avais faites sur les enfants, qui s'intitulent l'aliénation parentale, l'aliénation parentale, et puis il y a une suite dans le titre, je me souviens plus, et que j'ai faite il y a 3 mois, et puis aussi se battre pour ses enfants. Voilà. Donc ce sont 2 vidéos que vous pouvez aller regarder tout de suite. Sachez que je vais mettre les liens dans la boîte de description. Donc comment on fait pour aller voir la boîte de description? En fait, sous la vidéo, vous avez une barre avec une petite flèche ou un petit signe sur la droite. Donc vous cliquez dessus, et lorsque vous cliquez dessus, vous avez justement la description qui s'ouvre. C'est-à-dire que c'est un petit endroit où est mise la date de la mise en ligne. Et quelquefois aussi, je peux écrire des descriptions, des choses des informations supplémentaires pour bien comprendre la vidéo. Donc là, vous allez avoir dans la barre de description les 2 liens vers ces vidéos que j'ai faites il y a 2 ou 3 mois. Et puis un autre lien sur une vidéo de Catherine de Un psy à la maison qui parle justement des enfants de pervers narcissiques, que ce soit enfants ou ados, et qui pose la question, enfin qui répond à la question pourtant, qui répond à la question est-ce que mon enfant peut devenir pervers narcissique? Et ça c'est très important parce que beaucoup de parents ont le doute, donc je vais en parler de toute façon. Donc Un psy à la maison, c'est une chaîne qui est très intéressante parce qu'elle apporte de vraies réponses. C'est une psy donc, et de vraies réponses par rapport à... Enfin, cela vous économise, en tout cas, vous économisera des mois de thérapie, des mois d'errance médicale et à douter aussi, à chercher des réponses sans avoir de personne adéquate pour pouvoir y répondre. Voilà, donc il y a comme ça des chaînes. Il y a Stan aussi, Stanley, coach en sophrologie, qui est intéressant aussi. Et ces personnes ont des concepts différents parce qu'ils ont été victimes, ils ont connu la perversion en ayant été victimes et ils sont allés plus loin. C'est exactement mon cas aussi. Ils sont allés plus loin jusqu'à pouvoir conceptualiser les choses, en avoir une idée vraiment claire et précise avec de la distance, sans pour autant pouvoir répondre à toutes les questions, mais en s'étant posé les bonnes questions, en ne restant pas uniquement à la surface ou en faisant le perroquet comme beaucoup d'autres personnes sur YouTube. Ce n'est pas forcément de leur faute, mais enfin, juste répéter ce que d'autres psys ont dit, on peut très bien trouver les choses dans un livre. Donc ces personnes-là apportent vraiment un plus, et en plus ce sont des personnes bienveillantes, voilà, et qui ne cherchent pas. C'est pour ça qu'on voit que ce sont été des vraies victimes. Ils ne cherchent pas la vengeance, ils essaient toujours de trouver quelque chose de positif et de vous tirer vers le haut. Voilà pourquoi ces personnes sont fiables, intéressantes. Une autre chaîne, c'est celle qui Angélique de V-Test You, qui est très intéressante aussi, avec une vision panoramique, j'allais dire, une vision claire et de ce qui se passe en faisant la différence entre une personne saine et une personne
perverse. Donc ça peut être aussi très intéressant. Donc la chaîne V-Test You est celle qui m'a fait connaître parce que Angélique m'a permis de m'encourager à créer cette chaîne, et alors que je n'avais jamais pensé le faire jusque-là. Et donc c'est une personne extrêmement bienveillante aussi, et donc fiable. Donc en tant que youtubeuse et que psychologue, parce que je pense qu'elle est psychologue, hein, oui, je suis pratiquement sûre. Donc ce sont des personnes qui sont fiables. Vous avez aussi d'autres youtubeurs. Maintenant il y en a beaucoup, donc il faut faire le tri et il faut faire attention, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent votre ignorance, votre soif de comprendre, qu'ils le veuillent ou non, tout en vous menant sur le chemin de la vengeance, ou dans un tourbillon mortifère qui en fait ne répond pas aux questions, mais entretient tout simplement la colère, la revendication stérile. Voilà, c'est-à-dire que ça vous permet, non seulement ça vous permet pas de guérir et de dépasser tout cela, ça vous fait rester comment dire, soit dans de la complaisance, soit dans une colère, comme je vous disais, c'est-à-dire vous ne pouvez pas sortir des émotions, de ces émotions négatives, pour faire quelque chose de votre douleur. Voilà. Et c'est parfois cynique aussi. Il y a beaucoup aussi de personnes sur YouTubeurs qui sont extrêmement cyniques. Et donc, comme je vous dis, on reste dans quelque chose de malsain, de complètement malsain, voire perverse. Voilà, donc il y a aussi pas mal de coachs qui se disent psy, ou qui utilisent un titre, un pseudotitre dont on ne sait pas s'il est vrai ou pas, pour en fait faire passer des idées qui sont perverses. Alors, les victimes de pervers narcissiques sont extrêmement vulnérables, soit elles l'étaient avant, soit elles ont été encore plus fragilisées, ou alors uniquement fragilisées par cette expérience, et quand elle fait écho à d'autres expériences durant l'enfance où elles ont été maltraitées, eh bien ce sont des personnes extrêmement vulnérables. Je ne dis pas fragiles, je dis vulnérables. Et vulnérables à ce moment-là, justement, quand elles sortent tout juste, ou qu'elles sortent tout juste, qu'elles viennent de rompre en fait, mais qu'elles sont encore sous emprise, ou en tout cas qu'elles ne sont pas sorties dans la toute première phase, la toute première marche de l'escalier, sont extrêmement vulnérables. Donc ça va plus loin que la vulnérabilité de l'être humain normal. C'est une vulnérabilité qui tient du traumatisme, parce que justement le traumatisme a fait que beaucoup de choses peuvent réactiver ce qu'elles ont vécu, et qu'elles ont une telle soif de trouver de la compréhension qu'elles vont, sans rendre compte, la première personne qui passe en fait, qui va vouloir les aider, ou dire qu'elles veulent les aider, ou dire qu'elles les comprennent, ou la première vidéo dans laquelle elles vont avoir trouvé un écho à leur histoire, elles vont se dire oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais, etc. Alors que après, elles vont être menées par une subtile manipulation, qu'elles soient conscientes ou pas, de la part des youtubeurs, et malheureusement, elles peuvent être ce que j'appelle survictimées ou survictimisées, c'est-à-dire que de leur état de victime, en fait, qui normalement ne dure pas, doit être provisoire, mais en fait, elles vont être survictimisées, non seulement par les instances censées aider, c'est ce que je ne cesse de dire dans mes vidéos et dans les émissions, c'est-à-dire la police, la justice, les services sociaux, les psychologues, enfin certains psychologues, etc. Mais aussi par ces coachs qui disent vouloir les aider, ou ces associations. Donc il faut faire très attention, même dans les associations d'aide aux victimes, ou dans les... oui, d'aide aux victimes, ou ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de complaisance, qui en fait, ce sont des personnes qui aiment, comment dire, qui ne font pas en sorte que les victimes s'en sortent,
mais au contraire qu'elles restent victimes à vie. Donc ils ont une représentation de ces victimes comme des personnes faibles qui l'ont peut-être un peu cherché, hein, voire qui l'ont peut-être un peu cherché, vous voyez un petit peu le genre de représentation, et qui de toute façon ne savent pas faire, qui sont voués à de toute façon ne jamais s'en sortir dans la vie, etc. Bon, bref. Et avoir provoqué peut-être aussi, comment dire, la violence perverse de des proches ou de leurs conjoints, etc. Ou leur conjointe. Voilà. Donc voyez un petit peu la vision. Donc soyez extrêmement prudents pour choisir les vidéos. Regardez si c'est fiable ou pas. Voilà. Donc, voilà, maintenant que j'ai parlé de ça, on va parler des enfants. Alors, comment protéger ses enfants? Alors, je vais vous donner quelques petites choses. Quelques petites, oui, quelques astuces, on va dire. Mais d'abord, je voudrais dire que vous pensez, quand vos enfants sont petits, que vous avez besoin de les protéger. Et vous avez raison. Mais sachez que ces enfants, ils peuvent devenir pervers eux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, alors je me pose beaucoup de questions puisque moi-même je suis passée par tout ça, ayant maintenant des enfants grands et une dernière qui est encore ado. En fait, les enfants, plus on les surprotège, parce que ça c'est donc je vais faire une petite parenthèse, puis ensuite je vous parlerai pour les enfants petits. Effectivement, on pense que ils ont absolument besoin d'être protégés. On s'identifie à eux, parce que souvent on a été maltraités, nous aussi enfants, ou alors on culpabilise de se dire, mon Dieu, mais quelle mère ou quel père j'ai donné à cet enfant? Comment est-ce qu'il va faire pour être éduqué? Moi, je vais lui donner tout ce que je peux, mais de l'autre côté, l'autre parent détricote tout ce que moi j'ai tricoté, tout ce que je peux lui donner et faire. Et donc, effectivement, c'est humain, on se dit, il faut absolument que je le protège. Et de vouloir protéger l'enfant, on risque de le surprotéger, c'est-à-dire, comme on s'en veut, comme on se sent coupable, et comme en plus on essaie de faire au mieux, on est en état d'hypervigilance, donc on se fatigue, on s'épuise moralement, on a une charge mentale énorme qui est ajoutée à celle du travail, et de l'éducation normale des enfants et de s'occuper des enfants, qu'on soit homme ou femme hein, d'ailleurs. Et donc on a cette charge mentale qui est faite de culpabilité et de peur en fait, de peur que l'enfant souffre de la perversion de l'autre parent. Alors il faut savoir que on ne va pas pouvoir éviter cette perversion parce que dans la plupart des cas les juges n'enlèvent pas la garde à l'autre parent qui est pervers, quand bien même il nuirait à l'enfant. Moi je le sais puisque dans le jugement, il est bien écrit que le père nuit à l'enfant, mais malgré ça, il lui laisse, alors au début c'était un droit de visite dans les médiations, ce que vous avez certainement, vous passez certainement par là aussi, puisque de toute façon les procédures se ressemblent, hein, les juges font toujours à peu près la même chose. Donc ils essaient de voir s'il y a à protéger l'enfant. On met des mesures de protection, comme ils appellent, comme ils disent, que sont la médiation, qui ne protège rien du tout, parce que les médiations dans des lieux neutres, en fait, pour arriver à la maison de la médiation et pour en repartir, on est complètement seul. Donc on peut très bien être agressé par notre ex-conjointe ou notre ex-conjoint, accompagné bien sûr souvent de leur nouveau ou nouvelle conquête. Vous voyez, donc en fait on est souvent agressé au moment d'y arriver et de partir. Donc ça c'est pas du tout prévu. Donc là je vous enjoins à vous faire accompagner quand vous allez à des mesures de médiation comme ça.
Donc c'est pas du tout fait c'est fait en dépit du bon sens en fait. On dirait que tout est fait pour que ce soit les victimes qui soient, en fait comme si les victimes n'existaient pas, comme s'il n'y avait aucun danger. Voilà, quand bien même on prouverait qu'il y a un danger, alors ce qui est très bizarre, alors quand bien même on prouverait, bon je finis ma phrase, qu'il y a un danger, eh bien ça n'empêche que l'autre parent a le droit de voir son enfant. Alors je comprends qu'il ait le droit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mesure de protection beaucoup plus fiable que cette médiation qui en fait est la poudre aux yeux en fait, hein. Voilà. Lors de la médiation, il n'y a pas de surveillance. Moi, lors d'une médiation qui était dans la région de Toulouse, à l'époque, puisque j'habitais là-bas, maintenant c'est plus le cas, lors d'une mesure de médiation, ils avaient laissé l'enfant qui avait moins de 3 ans sortir de cette maison de médiation avec son père, puisque mes parents l'ont ensuite vu au volant de sa voiture, donc il pouvait très bien l'enlever, surtout qu'il avait menacé de le faire. Donc en fait, ce qui l'intéressait à ce parent pervers, c'était de montrer aux autres, montrer à tout le monde, regardez, je peux le faire. Quand je veux, je l'enlève l'enfant. Quand je veux, je le prends. Voilà, vous pouvez rien faire. Et comme les gens des médiations sont extrêmement naïfs sur la nature humaine, hein, ils pensent qu'il n'y a aucun danger, ils pensent qu'on se fait des idées, ils pensent que le parent pervers narcissique ne peut pas en arriver à des choses affreuses, que c'est pas possible. Ils sont vraiment, enfin, ils ne protègent pas du tout. Voilà. Ça s'est passé à Toulouse. Après, dans d'autres villes où je suis allée, dans une autre ville, ça a été pareil, bien que le parent, a priori, ne pouvait pas sortir, a priori. Mais c'était quand même beaucoup de laisser aller, on n'est pas cru du tout, et surtout beaucoup de naïveté, vraiment de naïveté, quoi. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Donc en fait, souvent les enfants ne sont pas protégés par ces procédures, par la médiation par exemple. Et donc, bon, on est seul pour pouvoir protéger l'enfant en clair. Parce que s'il arrivait quelque chose, que vous allez par exemple porter plainte à chaque fois que le parent ne vous rend pas l'enfant, ou ne vous le donne pas à la date qui était décidée, l'autre parent pourra aller porter plainte pour non-présentation d'enfant, vous savez, et vous aussi, vous pouvez le faire lorsqu'il ne vous rend pas l'enfant. Mais admettons qu'il le prenne et l'enlève, parce que moi j'avais un ex-mari étranger qui avait toujours menacé de prendre l'enfant, et comme l'enfant avait double nationalité, par filiation, c'est-à-dire que la double nationalité, on ne pouvait pas l'enlever, il pouvait lui faire un passeport, ou le mettre sur son passeport, et le garder. Donc mon ex-mari était du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, vous voyez bien que j'avais aucun moyen d'aller le rechercher ensuite. Donc en fait, il menaçait de le faire, même si j'avais des contacts avec sa famille là-bas au Moyen-Orient, qui me disaient non, non, on ne le laissera pas, on ne le gardera pas, etc. Mais vous voyez que ça aurait été extrêmement compliqué pour moi, et que en fait, l'autre parent, pervers narcissique, donc faisait tout pour me faire peur, quitte à traumatiser l'enfant, peu importe. Donc vous êtes bien conscient de toute façon que l'autre parent pervers narcissique n'a aucun égard pour l'enfant. Il fait croire qu'il en a en se faisant passer pour un bon père ou une bonne mère, ça vous le savez, mais en réalité il n'a aucun égard pour l'enfant. Quelquefois il peut avoir des petites émotions comme ça, comme s'il était outré, ou comme s'il était peiné parce que l'enfant par exemple a subi une opération, je sais pas moi, bénigne, hein, contre tous les enfants, ou des choses comme ça, comme s'il y avait une contagion émotionnelle, vous voyez, qu'il ressentait l'émotion de l'enfant, mais c'est souvent du cinéma, hein, parce que lorsque l'enfant est vraiment, puisqu'il est lui-même la cause des souffrances de l'enfant, et qu'il n'hésite pas à lui faire croire, par exemple, lorsque vous êtes séparés depuis des années, que vous allez vous remettre ensemble. Donc un enfant petit y croit.
c'est extrêmement malsain, c'est cruel, même de faire croire cela à un enfant, alors que la séparation, alors qu'il n'y a aucune remise en couple, rien du tout, que par exemple, c'était exactement ce qui m'était arrivé, je m'étais remis avec quelqu'un d'autre, j'étais donc en couple, et le père de mon enfant lui faisait croire que qu'on allait se remettre ensemble. Et l'enfant y croyait, et était heureux, puisque généralement un enfant veut que ses parents soient ensemble. Donc c'est extrêmement cruel, et il est tout à fait capable de lui faire subir des choses, c'est-à-dire de lui dire qu'il aura un cadeau de Noël et de rien lui offrir, mais par contre d'offrir un cadeau à sa sœur. Vous voyez, donc à sa sœur, c'est-à-dire un des enfants qu'il aura eu avec une autre conjointe. Et de lui dire, mais toi tu es grand, tu comprends, je t'achèterai quelque chose plus tard. Et finalement, jusqu'à la fin du séjour, il ne lui achète rien. Donc ça, c'est extrêmement cruel. Ou de lui dire, viens passer les vacances de Noël avec nous. Et puis, en fait, qu'il se retrouve dans un appartement seul à garder les autres enfants. Tandis que... voilà. Et pour seule nourriture, 2 yaourts le midi et rien le soir. Ou alors qu'il lui donne à manger lorsqu'il sera complètement épuisé, qu'ils auront fini la soirée. Donc tout ça, c'est extrêmement cruel. Mais ce sont des choses auxquelles l'enfant, alors je dirais pas qu'il s'habitue, mais comment dire, il ne veut pas le voir. Il ne veut pas voir cette cruauté, donc il ne veut même pas en parler. Il le dit parfois, lorsqu'il revient. Il le dit, et donc évidemment, vous, en tant que parent sain, ça vous met hors de vous, vous êtes complètement, vous vous identifiez à votre enfant, c'est comme si c'est vous qui souffriez à la place de l'enfant. Donc la douleur est multipliée par 10 forcément, puisque c'est pas vous qui l'avez vécu, donc comme c'est votre enfant, elle vous semble insupportable. Mais en fait, l'enfant, plus les années passent, et plus il peut très bien s'identifier et penser, comme vous allez le surprotéger. C'est pour ça que c'est une erreur de vouloir le surprotéger. Plus vous le surprotégez, plus vous souffrez à sa place, et plus il le voit, et plus il se dit, mais le parent fort, c'est l'autre. Et c'est donc le parent qui en réalité est pervers narcissique. Soit il trouvera que c'est souvent, s'il est du même sexe que le parent pervers narcissique, même si cet enfant a vécu avec vous, si vous avez eu la garde, et je peux vous dire parce que c'est mon cas, il va s'identifier à son parent qui est du même sexe. Et alors il y a deux choses, c'est si l'enfant est du même sexe, il a beaucoup de chances de s'identifier aux parents pervers et donc devenir pervers, de faire le choix, de faire ce choix de devenir pervers, parce que pour lui, c'est pas devenir pervers, c'est devenir fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne voit pas la perversion, il voit bien que son père ou sa mère lui a fait du mal, et d'ailleurs, en étant grand, en grandissant, il va le lui faire remarquer, il va lui dire qu'il manipule, il va lui dire tout ça, il va lui dire oui, c'est bon, t'essaies de me retourner le cerveau. Donc, il va lui dire, mais en réalité, il va faire ce choix d'être comme lui, c'est-à-dire d'être fort. C'est-à-dire que peut-être qu'il voudra couper les ponts avec lui après, et vous rejeter par là même, parce qu'il vous rejettera le parent victime, en se disant, alors ça c'est pour certains enfants, parce qu'il y a d'autres enfants qui vont au contraire prendre la défense de la victime, ça peut être plutôt l'enfant de sexe opposé aux parents pervers. Vous voyez, si vous avez par exemple un conjoint pervers, si vous êtes une femme, et que vous avez un fils, le fils, normalement, il y a de grandes chances qu'il s'identifie à l'autre, à son père, parce qu'il se dira, mon père est fort en fait. Et ma mère était là, faible, à toujours avoir peur pour moi, etc. Donc, surtout si le père était très macho, donc l'enfant, pour devenir adulte, va se dire, donc le fils, en fait, le garçon va se dire, mais devenir adulte, c'est devenir homme. Devenir homme, c'est être fort, c'est être macho, puisque ma mère était faible et était la victime. Donc moi, je ne veux pas être tout ça. Donc je rejette ma mère. Et donc, il aura, à la fois, il va rejeter, donc si vous êtes dans ce cas, ça peut vous parler, à la fois, il rejette à la fois
sa mère, donc il y aura une crise parce que vous êtes la mère en plus, donc la mère c'est celle doit être capable de tout et c'est tout à fait normal quoi. Et en plus elle doit tout supporter. Donc il y a une sorte... donc ça c'est vrai pour les garçons comme pour les filles. La mère c'est tout à fait normal, c'est quand ils en sont privés qu'ils comprennent qu'effectivement les mères sont des êtres humains, qu'elles ne peuvent pas avoir réponse à tout et tout supporter et en plus faire tout gérer dans la maison. Mais en fait c'est ce qu'ils pensent. Et donc ils ont ce rejet et à la fois ils mettent la mère sur un piédestal. Il y a ces deux choses ambivalentes qui n'arrivent pas forcément à gérer. Et comme ils se sentent coupables vis-à-vis de vous, qui êtes leur mère, si vous êtes une femme, et donc de victime, mais même si vous n'êtes pas une femme, ils se sentent coupables de l'autre parent qui leur a tout donné, qui a fait tout ce qu'il fallait pour eux, et en même temps ils le rejettent. Donc ils sont dans une sorte d'ambivalence. Ça peut arriver au moment de l'adolescence, quand ils deviennent adultes justement, où ils savent pas très bien, mais qui a raison, qui a tort. Donc ils veulent savoir qui a été réellement victime, qui ne l'a pas été, mais souvent ils choisissent de devenir forts, comme ils les appellent, ce qu'ils pensent être fort. Et ce qu'ils pensent être fort, c'est le comportement pervers, parce qu'ils assimilent cette force au comportement pervers. Ils assimilent le fait d'avoir été victime, ou de souffrir encore, ou des conséquences, hein, non pas de la perversion narcissique de l'ex, heureusement, mais des conséquences, c'est-à-dire les conséquences sur les enfants, et tout ce qui s'ensuit au niveau de la gestion, c'est-à-dire les études, l'installation dans la vie adulte, ce genre de choses qu'on a à gérer, eh bien, ils l'assimilent à de la faiblesse. Et donc, comme eux, surtout s'ils sont du même sexe que le parent pervers, ne veulent pas être faibles, mais veulent réussir leur vie. Ils veulent absolument, ils ont quand même souffert, vous voyez, de tout ce qu'ils ont subi, même s'ils l'oublient. S'ils veulent l'oublier, ou s'ils veulent oublier les détails, eh bien en fait, ils savent très bien qu'ils ont souffert, et donc ils se disent plus jamais ça, plus jamais. Et donc ils se disent que, quitte à marcher sur les pieds des autres, alors peut-être pas, tout dépend, il y a certains, chaque cas est différent, mais en gros, ils cherchent la force, ils cherchent à devenir forts, voyez. Alors si c'est une fille que vous avez, elle va forcément et que vous êtes le papa, et que vous êtes le parent sain, elle va essayer de vous protéger aussi, mais en tant que femme, lorsqu'elle va devenir femme, donc c'est au moment de l'adolescence, elle va s'identifier aussi à sa mère. Vous voyez, on ne peut pas passer outre. Et donc si la mère est perverse, pour se rapprocher de sa mère, alors les moments clés, ça va être l'adolescence, le moment où elle entre dans sa vie de femme, ça va être aussi le premier enfant. Au moment où elle va devenir mère, elle va avoir envie de se rapprocher de sa propre mère. Voilà. Donc c'est là que l'autre parent, donc la mère perverse narcissique, sait très bien qu'elle pourra avoir de l'emprise sur sa fille et avoir de l'emprise sur le petit enfant qui va naître, puisque ça fait quand sa fille va devenir mère. Donc vous voyez, on n'en a pas fini. Et c'est vraiment pas seulement l'enjeu, c'est pas seulement protéger l'enfant petit, mais c'est aussi après, quand il grandit, savoir s'en protéger, se protéger de cet enfant qui est ambivalent. Alors, si vous pouvez avoir la chance qu'il devienne sain, et à ce moment-là, il peut avoir le syndrome de l'infirmière et être là à vouloir aider son parent sain, ça c'est tout à fait le cas. Ça peut être le cas de beaucoup de jeunes filles qui restent avec leur père par exemple, ou qui essaient de protéger leur père qui est sain. Mais c'est pas toujours le cas. Et très souvent, comme on est aussi dans une société perversive, où les valeurs sont celles de la force, et la force est confondue avec des comportements de maltraitance, de manipulation sur autrui, d'un rapport à l'autre réifié. Donc réifié, ça veut dire
comprend l'autre comme une chose. Ça veut dire qu'on le réduit à l'état d'objet, de produit. Donc tout ce genre de relation, plutôt que rencontrer l'autre et comment dire, d'être dans un rapport à l'autre égalitaire et de partage, le fait de pouvoir apprendre de l'autre, c'est pas du tout ça, c'est dans un rapport, on consomme l'autre. Voilà, c'est la société actuelle, hein. Donc c'est tout à fait ce qui se passe. Donc ces jeunes adultes ou ces ados qui arrivent à l'adolescence, vous n'allez plus seulement penser à protéger l'enfant ou protéger l'adolescent, mais vous allez penser aussi, et ce sera un choc d'ailleurs, parce que c'est un choc quand on voit que son propre enfant essaie de nous nuire, ou rejette les choses, nous rejette, ou nous rejette la faute sur nous, et qu'on ne sait pas si c'est une crise d'adolescence ou si c'est de la perversion. On est effectivement très choqué parce qu'on pensait avoir tout fait bien ou avoir essayé de réduire les choses au maximum, et ça peut se retourner contre nous. Donc voilà ce que je veux vous dire. C'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, mais c'est pour que vous compreniez les enjeux et que vous prépariez vos enfants, que vous ne les surprotégiez pas. Parce que il faut juste les protéger de leurs parents pervers. Je vais vous expliquer comment. Mais ce que vous pouvez faire à votre niveau, parce qu'on ne peut pas non plus, il n'y a pas de magie, hein, et c'est difficile dans le contexte où la justice et les instances censées aider n'aident pas et ne protègent pas, mais il y a quand même des choses que l'on peut faire. Eh bien, quand vous vous rendez compte qu'effectivement l'ado vous rejette, c'est extrêmement difficile. Et si vous n'avez pas de nouvelle conjointe, parce que quand l'enfant devient ado, normalement vous devez avoir peut-être fait votre vie ou avoir construit une autre vie, puisqu'il se passe environ une dizaine d'années quand même avant qu'il devienne ado, ou un peu moins, tout dépend quand vous vous séparez. Eh bien c'est quand même très difficile. Et là se revivent les choses, il y a une réactivance quand même de ce que vous avez subi, des traumatismes, de la violence subie au moment où vous étiez en couple avec cette personne et au moment de la séparation, lorsque votre enfant devient ado. Donc ça, il faut le savoir. C'est bien de préparer les choses et de beaucoup se renseigner pour savoir comment agir et comment aider l'enfant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord nommer la violence pour l'enfant petit. Donc l'enfant avant 6 ans, par exemple, c'est ce qu'on me demandait. Nommer la violence, c'est-à-dire ne pas laisser l'enfant, ne pas rien dire ne pas rester sans rien dire quand il arrive et se dire l'enfant, il vaut mieux qu'il oublie. Non, parce qu'il n'oubliera pas. Il faut au contraire mettre des mots sur la violence, de même que sur toutes les violences, c'est-à-dire aussi la violence qu'il voit à la télévision. C'est-à-dire lorsque l'enfant, vous savez très bien que les programmes télé sont très violents, lorsque l'enfant voit quelque chose, que ce soit aux actualités ou dans les dessins animés violents ou dans les films où il y a de la violence, à ce moment-là, mettre des mots dessus, expliquer ce qui se passe. Voilà, effectivement, c'est pas normal de faire ça, c'est violent. Lui expliquer l'interdit de la violence. Voilà, le fait que c'est une transgression, la violence. C'est pas normal, il y a des lois contre ça. Et on peut, les personnes qui le font, il faut bien expliquer que c'est que ce n'est pas une bonne chose et lui faire comprendre dans sa chair, c'est-à-dire ne pas lui dire c'est bien, c'est pas bien, parce que sinon c'est juste une convention et il va se dire bon, elle me dit c'est pas bien, mais en fait j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est juste une convention, on fait croire qu'on est d'accord avec elle ou avec lui, et puis c'est bon, on peut violenter qui on veut dans la cour de l'école ou n'importe où, puisque mon père ou ma mère le fait. Et violenter moralement, c'est-à-dire se moquer à outrance, martyriser quelqu'un, le battre, ouais, vous voyez, des choses comme ça. Donc non, montrer que l'interdit de la violence, c'est pas une convention. C'est pas juste pour dire c'est pas bien. C'est pas ça. Ça va au-delà de ça.
Donc parce que sinon, votre enfant va vraiment, sinon vous lui apprenez la perversion en lui disant, bon, on dit que c'est pas bien, mais en fait tu peux faire ce que tu veux dans la réalité, bon voilà quoi, c'est pas très grave. Donc il faut bien lui faire comprendre dans sa chair, par exemple en lui disant, bah voilà, prendre des exemples où lui a été martyrisé, où il est violenté, par exemple, que ce soit avec l'autre parent ou avec des amis à lui, ou des choses comme ça, et lui dire, voilà, tu vois ce que tu as ressenti, bah là c'est ce que ressent la personne. Il faut qu'il comprenne dans le ressenti. Voilà, pour qu'il comprenne vraiment ce que c'est que la violence, que c'est pas une convention simplement, où on s'amuse. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est naturellement violent. Alors, il est naturellement violent et il est naturellement pas violent. Mais Freud disait que l'enfant est un pervers polymorphe, l'enfant et l'adolescent. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il disait ça parce que l'enfant, il est en proie à toutes ses pulsions. Ce n'est qu'après, en mûrissant, qu'il comprend qu'il n'est pas seul sur la terre, qu'il n'est pas tout puissant, qu'on ne peut pas tout lui donner, qu'il doit attendre et donc être frustré avant d'avoir certaines choses. Donc il va apprendre la frustration et c'est normal d'apprendre la frustration. Si vous ne lui apprenez pas à être frustré, ce sera un enfant qui aura tendance à tout vouloir et qui ira plutôt dans le narcissisme et voire après dans la perversion. Donc justement c'est très bien d'apprendre aux enfants à être frustré, à savoir attendre, parce que à différer un plaisir ou une satisfaction, quelque chose qu'il voudrait, parce que c'est comme ça qu'il apprend l'humanité en fait, qu'il apprend, comment dire, à être un être humain. Sinon, il va rester un petit animal en fait. Et c'est ce que sont tous les enfants quand ils sont petits. Et l'éducation, elle vise justement à leur apprendre, à tous ces enfants, à apprendre à s'humaniser, c'est-à-dire à se socialiser, à vivre avec les autres. Et on ne peut pas être socialisé, c'est pour ça que la personnalité antisociale, ce sont des personnes qui sont en proie à leur pulsion, qui sont capables de taper quelqu'un, de lui faire du mal. Ils sont en proie à leur pulsion, donc ils ne réfléchissent pas, ils n'arrivent pas à avoir de la distance par rapport à ce que l'autre ressent. Ils restent centrés sur eux-mêmes. Et tout le travail de l'éducation, ça vise à faire se décentrer l'enfant pour qu'il soit capable de comprendre qu'il n'est pas seul sur Terre, qu'il a non seulement ses frères et sœurs, mais qu'il y a aussi son autre parent, qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont d'autres sensibilités et qui ne peuvent pas faire tout ce qu'il veut. Donc pour protéger l'enfant, il faut aussi lui nommer la violence et lui faire comprendre qu'il a été violenté, mais lui faire comprendre aussi qu'il est violenté et qu'est-ce que c'est que la violence pour qu'il comprenne quand il est chez l'autre parent, quand il est violenté et qu'il puisse vous le dire. Alors il ne faut pas aller lui poser des questions, à lui dire mais est-ce que tu as été violenté, mais est-ce qu'il t'a fait du mal, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, mais dis-moi. Laissez plutôt parler l'enfant. Il vous en parlera. Alors pour un enfant petit, avant les 5 ans, 6 ans, disons, il vous en parlera peut-être quand il est en train de jouer à quelque chose, ou alors il mettra en scène dans ses jeux avec des Playmobil, avec des choses comme ça, il va mettre en scène la transgression parce que c'est ce qu'il a vu chez l'autre parent. Donc c'est tout à fait normal. Ou alors la violence, c'est tout à fait normal parce que c'est ce qu'il a vécu. Donc il faut que ça sorte. Mais vous verrez que lorsqu'il y aura moins de transgression, qu'il y aura juste des jeux de combat ou de guerre, mais normaux, vous voyez, comme les autres enfants, mais qu'il y aura aussi des beaux dessins avec des choses, des jolies couleurs, etc. Que ça ne sera pas que du grafouillage, du crabouillage très noir. Quand il passera à autre chose, ça veut dire que déjà, il ira mieux. Vous voyez? Donc ça, vous pourrez le voir avec une psychologue. Alors, moi, je peux vous conseiller aussi d'utiliser beaucoup les contes. Les contes pour enfants. Alors, il y a des livres qui sont très bien faits pour ça. En choisissant les contes où la morale, à la fin, c'est la justice qui triomphe. Et c'est... donc, en fait, les contes, il y a toujours une morale. Et ils expliquent des choses. En fait, les contes... Alors, ne prenez pas les contes originaux ou les contes
contes, enfin oui, les contes originaux où à la fin, en fait, par exemple dans, je crois que c'est dans, je me rappelle plus, le petit chaperon rouge à la fin, le loup mange la grand-mère et l'enfant, parce que ça peut effectivement être effrayant pour un tout petit enfant. Mais donc prenez les versions qui sont plus édulcorées, je dirais, où justement c'est pas le cas à la fin, où justement, par exemple, s'il arrive à le manger, par contre, un chasseur arrive, lui ouvre le ventre et sauve les enfants, vous voyez. Parce qu'il faut qu'il y ait une fin heureuse à la fin, où il voit que la justice a triomphé. Veuillez excuser mes problèmes de voix. Donc je disais, il faut qu'il voit que la justice a triomphé à la fin, et choisissez les contes qui vont lui apprendre quelque chose, parce que les contes, en fait, c'est symbolique. C'est-à-dire que ça utilise le langage, ça permet une identification, et ça utilise le langage symbolique, de même que la poésie, l'art. Donc la poésie, ça peut être chanté, hein, donc avec les chansons, etc. Prenez toutes ces choses qui peuvent donner un message positif à la fin, une morale qui n'est pas forcément dite. Alors je pense aussi aux fables de La Fontaine, avec une morale où justement les bons triomphent à la fin, hein. Voilà. Et donc, mais où il y a quelque chose à apprendre de symbolique, quelque chose du domaine de la vie, où on apprend à vivre tout simplement, à être humain. Donc choisissez-les en fonction, donc avec des livres, vous allez pouvoir trouver les contes les plus intéressants, et vous pourrez les lui lire soit dans l'après-midi, soit au moment d'aller dormir, enfin, pour aller dormir, que ce ne soit pas des choses trop effrayantes, enfin, voilà. Donc, remarquez aussi s'il y a des cauchemars, tout ça, vous pouvez faire des petites thérapies chez des psychologues spécialisés ou des psychiatres pour enfants. Faites attention, des choses peuvent se retourner contre vous, chez les psychiatres, chez tous les médecins chez qui vous amènerez l'enfant, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de dénonciations qui sont faites par les médecins eux-mêmes. Alors ça, je peux vous le dire, et de plus en plus ces dernières années. Même si vous êtes effectivement, si le médecin sait que vous êtes le parent sain, il peut y avoir des médecins qui peuvent penser que vous empêchez l'enfant de voir son autre parent, des choses comme ça, et du fait que l'enfant ne va pas bien forcément, parce qu'il lui faut un certain temps avant d'aller bien, eh bien tout peut vous retomber sur le dos. Moi-même, alors que l'enfant allait bien, parce qu'il avait un trouble, une énurésie et une coprésie, ce qui est tout à fait classique chez les enfants comment dire, qui ont un problème justement parce que ils ne voient pas leur autre parent, donc ils ont l'impression d'être abandonnés. Et ça peut être très bien parce que l'autre parent ne veut pas le voir. Moi, c'était tout à fait le cas pendant un certain temps. Et donc, justement, le médecin a fait une dénonciation. Alors, ça a un nom, c'est un signalement, voilà. Il a fait un signalement au juge pour enfants. J'ai reçu un courrier, donc ça peut aller très loin. On peut vous retirer la garde des enfants. Donc, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je le dis parce que c'est la réalité. Il vaut mieux voir la réalité et puis s'en protéger. Essayer de s'en protéger et de savoir comment faire. Donc, en fait, il faut simplement être extrêmement prudent. Aller voir, amener l'enfant quelques séances chez le psychologue. Et puis, pour le protéger, essayez de le protéger vous-même. D'abord en lui donnant des bons repères dans la vie. Et essayez d'avoir une vie stable, le plus stable possible, avec une stabilité affective. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, il voit que vous êtes bien dans votre vie amoureuse. Alors, si vous n'avez personne, eh bien, essayez d'avoir quand même ces fameuses relations pansement dont je parle, pour être bien quand même, ne pas reporter tout votre besoin d'affection sur l'enfant. Parce que l'enfant, il va avoir l'impression d'être trop, qu'on lui colle en fait. Vous
voyez, d'être trop surprotégé. Donc ça, plus la surprotection, ce besoin d'affection, plus la surprotection, ça peut être beaucoup trop lourd pour lui. Donc moi, je pense qu'il y a l'affection qu'on donne à l'enfant et il y a l'affection amoureuse pour un homme ou une femme. Donc à ce moment-là, allez chercher tout ça ailleurs, avec un autre adulte, homme ou femme. Allez lister ce dont vous avez besoin, et si vous avez besoin de cette affection, allez la chercher. Même avec des relations pansement épisodiques, mais allez la chercher. Ne faites pas porter à l'enfant ce besoin que vous avez d'affection. Donc une vie stable, équilibrée, soyez attentifs, essayez par les contes de faire sortir et de lui apprendre les choses le plus possible. Ne lui posez pas des questions, attendez qu'il vous parle, et il peut vous parler lorsqu'il est en train de jouer. Vous pouvez poser une question comme ça, l'air de rien. Oui, ça s'est bien passé chez maman, ça s'est bien passé chez papa. Voilà, mais c'est tout. Et après, comment faire lorsqu'il vous parle de la violence qu'il a vécue et qu'il vous pose des questions ou il vous en fait état. Alors, ne pleurez pas devant lui. Vous êtes le parent éducateur, donc essayez d'en savoir, mais ne faites pas des enquêtes au point de la harceler de questions. Simplement, écrivez dans un cahier tout ce qu'il vous a dit, parce que ça peut vous servir pour des psychologues, etc., parce qu'on oublie à force. Donc écrivez tel jour, il a dit telle chose. Voilà. Parce que ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe avec l'autre parent. Et ça peut vous aider pour le juge, effectivement, pour aussi, comme preuve, en fait, pour dire ce que l'enfant a relaté. Alors, je parlais de nommer la violence. Effectivement, vous pouvez dire, ça c'est de la violence. Ça c'est alors, vous le dites avec les mots adaptés à l'enfant. Alors, ça dépend à la fois de l'âge de l'enfant, et ça dépend aussi de comment est-ce qu'il parle, de son langage, de son niveau de langage aussi, parce que au même âge, on a des enfants qui parlent très bien et d'autres enfants non. On a des enfants qui ont un langage très précis et d'autres non. Donc, voyez avec son langage. Mais lorsqu'il pose des questions sur l'autre parent qui est pervers, en lui demandant pourquoi est-ce qu'il fait ça, par exemple, pourquoi est-ce qu'il a battu sa conjointe et que lui aurait été témoin, par exemple, ou pourquoi est-ce qu'il vous a battu, ou pourquoi est-ce qu'il vous a dit ces choses-là, ou pourquoi est-ce qu'il vous a fait peur, ou voilà. Donc des choses qui l'auront choqué, dont il a été témoin, qui vous pose la question. À ce moment-là, il faut en parler avec langage adapté à l'enfant. Alors, langage adapté, c'est compliqué aussi parce que l'enfant grandit très vite et que c'est difficile, surtout si c'est votre premier enfant, de vous rendre compte que il a déjà évolué et puis on doit passer à autre chose. Donc, au début, il faut être très rassurant par rapport à être un père ou une mère rassurante, parce que l'enfant a besoin de sécurité affective. Donc être rassurant par rapport au fait que vous l'aimez, être rassurant par rapport, c'est-à-dire c'est un enfant à qui il faut donner beaucoup de repères temporels, lui expliquer qu'à telle heure on fera ça avec lui, lui expliquer ses journées, afin qu'il ne soit pas dans l'incertitude, qu'il ait des certitudes sur ce qu'il va faire dans la journée. Tu vas aller voir papa, puis après je vais t'amener où tu vas aller voir maman, après tu vas aller voir mamie, tu vas passer 2 dodos, parce que c'est comme ça que les enfants apprennent le temps. Donc les jours c'est plutôt des dodos, hein, donc des nuits plutôt, chez mamie, et puis après on va faire ça. Donc lui il faut seulement lui dire en fonction de l'âge 2 ou 3 jours à l'avance, mais pas plus. Et puis vous lui répétez la journée le matin. Non pas en ayant l'air, parce qu'ils sentent tous les enfants, d'être angoissés, etc. Quand vous êtes angoissé parce qu'il va aller chez l'autre parent, pervers narcissique, ne montrez pas votre angoisse. Au contraire, montrez qu'il va s'amuser, il va aller chez papa ou chez maman. Mais que s'il y avait quelque chose qui se passait, il pourrait vous appeler, et puis vous lui faites appeler, vous lui faites apprendre le numéro de téléphone par cœur, par exemple. Vous pouvez faire ça. Et dire que s'il se passait quelque chose, il peut très bien partir ou demander à un voisin, une voisine, à quelqu'un, n'importe qui,
et puis dire que il fasse ce numéro de téléphone pour vous appeler s'il est vraiment si le danger atteint ce niveau. Vous voyez? Mais faites-le rester quand même d'une certaine sécurité, pour que l'enfant soit aussi heureux de vivre, heureux de faire ce qu'il fait, heureux de voir son autre parent, parce qu'il est aussi heureux de le voir. Il sait très bien que parfois il lui fait du mal, mais il sait très bien qu'il est heureux. Alors pour lui expliquer pourquoi à certains moments le parent lui fait du mal et à certains moments il est gentil, c'est difficile à expliquer et il peut vous poser la question quand il est tranquille avec vous à la maison. Donc vous pouvez lui expliquer, bah oui, c'est parce que maman ou parce que papa, des fois, bah, elle est un peu folle ou il est un peu fou. Il fait des choses un peu folles. Mais il t'aime, il voudrait faire des choses. Mais des fois, dans sa tête, ça va pas bien. Alors moi, j'ai dit le mot de fou ou de folle, mais vous pouvez lui expliquer aussi parce que quelquefois, ça va pas bien dans sa tête. Ou parce que on sait pas pourquoi. Des fois, il devient un peu fou, ou il fait des choses pas normales. Et quand il fait ces choses-là, c'est pas normal. Donc, c'est bien que tu puisses le dire à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, parlez-lui comme de la manière dont vous avez l'habitude, un langage d'enfant qui peut changer parce que, je vous le répète, l'enfant grandit très vite, on s'en rend pas forcément compte. Et alors, peu à peu, vous allez pouvoir utiliser un langage différent et voilà que il fait quelque chose et ça va pas bien dans sa tête ou des choses comme ça. Voilà. Alors, l'enfant peut être dans une sorte de panique où il peut être extrêmement nerveux, ou vous en faire voir, faire beaucoup de bêtises, être ce qu'on appelle des fois un peu hyperactif, des choses comme ça, et ce qui peut passer pour l'hyperactivité, en fait, c'est parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que effectivement, quand quelque chose ne va pas dans le couple, même quand vous êtes séparés, ben en fait l'enfant sent tout et le symptôme, ben, c'est l'enfant, c'est-à-dire c'est la réaction de l'enfant. L'enfant va, par ses symptômes, montrer que quelque chose ne va pas. Donc il ne faut pas vous culpabiliser, simplement comprendre cela. Donc les fleurs de bac peuvent beaucoup aider l'enfant, surtout celles qui ne sont pas alcoolisées, en regardant quels sont les symptômes de l'enfant émotionnels, parce que les fleurs de bac, elles agissent au niveau des émotions. Vous pouvez trouver ces élixirs en pharmacie ou parapharmacie. Il y a de petites brochures qui expliquent les émotions et vous pouvez regarder, faire de l'automédication, regarder ce qui... Donc c'est sans danger de toute façon, c'est un peu comme l'homéopathie, sauf que ce sont des essences de fleurs qui sont liées à des symptômes émotionnels. Donc ça peut aider un enfant et ça peut être du jour au lendemain ou dans les 2-3 jours qui viennent. Hein, parce que chez les enfants, ça marche très très bien, de même que l'homéopathie. Donc ça peut aider un enfant qui est par exemple anxieux ou hyperactif, ça peut l'aider, ça peut être fulgurant comme aide. Hein, voilà, c'est vraiment, faut pas hésiter à utiliser les médecines alternatives, parce que ça marche très très bien chez les enfants. Ça marche aussi sur les animaux, donc vous voyez, voilà. Donc si vous faites cela, si vous l'aidez par les contes, avec peut-être quelques petites psychothérapies parfois, quand le besoin se fait sentir, si vous voyez par exemple qu'il crayonne des dessins très noirs, ou qu'il est hyperactif, qu'on n'arrive plus à vous en sortir, ben là il y a besoin qu'il voit un psy. Mais faites attention, comme je vous dis, un psychiatre pour enfants, parce que ça peut se retourner contre vous. Donc faites en sorte d'avoir vraiment une très grande confiance dans le psychologue, pour qu'il ait compris ce qui s'est passé et de lui expliquer clairement que vous-même avez été victime et que vous partez aussi pour vous protéger, pour protéger l'enfant, que vous soyez homme ou femme, pour qu'il ait bien compris qui était la victime et qui était l'agresseur. Voilà. Donc je récapitule, donner une vie stable à l'enfant, quand bien même vous êtes seul ou seul au féminin, eh bien essayez de trouver un équilibre affectif absolument. Parce que ça ne suffit pas d'avoir un enfant petit, effectivement, l'enfant petit donne beaucoup d'affection, mais on peut le harceler sans le vouloir, quoi, à trop
être à trop vouloir le protéger. Donc, trouvez votre vie, et vous avez votre vie affectueuse, sexuelle, amoureuse. Vous avez besoin de tout ça. Allez le chercher avec des personnes qui sont, avec des personnes, comment dire, adultes, qui vous donneront tout ça, parce que vous avez aussi des besoins sexuels, et tout ça, l'enfant ne pourra pas vous le donner. Donc, ne niez pas tout cela. Allez le chercher, même si c'est avec des relations pansement, allez le chercher à l'extérieur. Parce que sinon, vous allez reporter toute votre affection et toute votre frustration sur l'enfant sans le vouloir. Et c'est mauvais pour l'enfant qui va se sentir, qui va peut-être avoir le syndrome de l'infirmière et vouloir vous surprotéger aussi, parce que c'est le cas aussi chez beaucoup d'enfants. Donc, donnez-lui des repères temporels, des repères, par exemple, pour manger à telle heure, etc. Des repères au niveau des saisons, des repères, voilà, à tout niveau, au niveau des horaires. Ben, on va faire ça, après on va faire ça, pour qu'il soit tout le temps, qu'il sache ce qu'il va faire. Voilà. Ne soyez pas angoissé vous-même. Soignez-vous vous-même pour ne pas être une boule d'angoisse. Parce que l'enfant sent tout, et c'est lui qui va prendre cette angoisse de plein fouet sans que vous vous en rendiez compte. Soyez plutôt serein et sereine avec cet enfant, quitte à faire beaucoup de sophrologie, beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, toutes ces choses qui peuvent vous aider, beaucoup de qigong, beaucoup de tai chi, toutes ces choses peuvent énormément vous aider, y compris la cure de parole ou faire votre journal. Faites un petit medley de tout ça pour vous sentir très bien, ou le mieux que vous puissiez être, en tout cas, pour que l'enfant puisse, si vous ne vous le faites pas pour vous, faites-le pour l'enfant. Et souvent, quand on dit qu'il faut le faire pour l'enfant, généralement les personnes réagissent, on réagit plus quand on sait que c'est pour le bien de l'enfant. Essayez de le protéger aussi lorsqu'il va en visite. Essayez de savoir s'il va bien ou pas lorsqu'il parle, encouragez-le. Et ne dites pas oui, bah, c'est rien, c'est pas grave, c'est ton père quand même, faut que tu le vois, la justice l'a décidé. Essayez d'en savoir. Et alors voilà, une chose qui peut être importante aussi lorsqu'il vous pose des questions, lorsqu'il commence à grandir, c'est lui demander « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors oui, je peux vous conseiller une petite littérature pour enfants très intéressante. C'est les petits livres, la petite collection Max et Lily. Voilà, Max et Lily ont peur, Max et Lily, les parents de Max et Lily divorcent ou des choses comme ça. Il y a tout un tas de petites situations qui correspondent aux situations que vit l'enfant, que ce soit par rapport à son parent pervers narcissique ou pas, hein, parce que vous allez l'éduquer aussi pour toutes les choses, pas seulement par rapport au pervers narcissique, et pas seulement le protéger, mais aussi l'éduquer. Et cette littérature, en fait, elle vous aide parce qu'à la fin, il y a beaucoup, il y a « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé cette histoire? Et qu'est-ce que tu as fait, etc. » Ça pose des questions. Donc vous pouvez vous inspirer de ces questions à la fin pour, quand votre enfant vous pose des questions sur papa ou maman, elle a fait ça, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il n'est pas gentil? Parce qu'évidemment, il parle avec ses mots à lui. Eh bien, une fois que vous avez dit « Oh, je ne sais pas, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, dis-en-moi plus. Il a fait quoi exactement ?» Voilà, en lui parlant d'une manière dédramatisante, vous voyez, faut pas dramatiser. Il y a une des choses à faire aussi, c'est lorsque vous parlez au téléphone ou avec vos amis ou avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec d'autres adultes, de ce qu'il s'est passé, des scènes de violence morale ou physique qui se sont passées quand vous étiez avec votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe, ou alors des choses qui concernent la justice et que vous énervez un petit peu en disant « Ah oui, c'est pas normal, il a fait ça » ou que vous pleurez, au téléphone, ne le faites jamais devant l'enfant. Voilà, parce que l'enfant entend tout évidemment et il est témoin, et lorsqu'il est témoin de scènes qui sont rapportées ou que vous lui faites revivre, parce que l'enfant a un imaginaire très puissant, et il suffit d'un mot pour qu'il se remémore toute la scène, mais en fait c'est comme si vous lui faisiez subir la scène une deuxième fois, ou que vous le faisiez subir toute cette violence que vous avez eue vous-même.
Donc, tout cela, il faut le faire quand il est endormi, quand il n'est pas là, qu'il est à l'école, qu'il est chez la gardienne, à la garderie, au jardin d'enfants, enfin je ne sais pas. Jamais devant l'enfant. C'est-à-dire, débrouillez-vous pour que ces coups de fil se fassent à un autre moment. Voilà. Et quand bien même l'enfant est endormi, il ne faut pas qu'il soit à côté de vous. Voilà, parce que même inconsciemment, il pourrait, tout ça, il pourrait l'entendre. Donc s'il a entendu, s'il a été témoin de scène, bon, jusque-là, ok, maintenant vous le savez. Donc ne le faites pas et débrouillez-vous pour que il ne protégez-le au maximum de tout. Ça, ce sont des choses d'adultes. Ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous pensez de votre ex-conjoint, il n'a pas à le savoir. Parce que c'est une violence que vous lui faites subir. Sans le savoir, évidemment. Et il en subit déjà bien assez. Chez l'autre parent pervers narcissique. Donc voilà ce que je voulais dire pour la littérature pour enfants, pour ne pas en parler devant lui. Voilà, en parler, dédramatiser, toujours nommer la violence, bien dire ce qui est de la violence et ce qui n'en est pas. Vous avez beaucoup de livres pour enfants, donc je mettrai les liens dès que je le pourrai dans la description d'autres livres pour enfants qui sont très intéressants aussi, ou de chanteurs, auxquels que les enfants aiment bien et qui parlent de la violence. Et ça peut être intéressant pour des enfants qui sont plus grands ou des préados, parce qu'effectivement, ils sont fans de chanteurs, etc. Quoique maintenant, c'est beaucoup les youtubeurs et les enfants vont beaucoup sur Snapchat ou sur d'autres applis ou d'autres réseaux sociaux et qu'ils sont fans de youtubeurs. Donc je ne connais pas, j'ai pas à ma connaissance des youtubeurs qui parlent de la violence, mais vous pouvez essayer quand ils sont petits avec les contes et quand ils sont préados, essayez d'en trouver et puis donnez-moi les coordonnées à ce moment-là, donnez-moi les références parce qu'à ce moment-là je pourrais les mettre en ligne. Voilà, il y aura d'autres vidéos de toute façon sur le sujet si ça vous intéresse. Là, je crois avoir fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Sachez que, de toute façon, vous ferez ce que vous pourrez, parce qu'après, l'enfant deviendra ce qu'il viendra. Vous ne pourrez pas, et ça ne sera pas de votre faute. Vous pouvez l'avoir bien protégé, l'avoir bien préparé, et puis à l'adolescence, qu'il devienne finalement, qu'il fasse le choix. Alors, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. C'est un choix long, et vous vous rendrez compte des choses sur la durée. Soit le choix pervers, soit devenir par contre un enfant infirmière, hein, ou alors peut-être être parfaitement équilibré. Si vous avez réussi, tant mieux, je vous le souhaite. C'est un enfant de toute façon qui aura souffert, qui a subi un traumatisme, donc qui sera après dans le post-traumatique. Il peut avoir des cauchemars, il peut avoir des reviviscences, revivre certaines scènes et vous en parler. Soyez à l'écoute et puis notez tout ça dans un cahier comme je vous l'ai dit, pour vous-même, mais aussi si jamais il doit avoir un psychologue ou pour après, pour se rappeler qu'à tel âge il y a eu telle et telle chose, voyez. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous prie de m'excuser pour la voix. C'est vrai que je vis des choses très difficiles en ce moment. Donc voilà, c'est pas parce que je m'en suis sortie, c'est pas parce que j'ai su transmettre tout ça aux autres, c'est pas parce que j'ai réussi à théoriser tout ce qui se passe au niveau de la perversion lorsqu'on est victime et que je m'en suis comment dire, que j'ai vécu ça quand même il y a entre 20 et 30 ans. Donc vous voyez, c'est quand même très ancien, mais on subit toujours les conséquences après, puisque les enfants grandissent et il y a toujours des conséquences. C'est jamais réellement terminé, parce que cette problématique revient quand les enfants grandissent. Voilà. Donc il y a de toute façon des choses, c'est-à-dire vous pouvez après avoir des enfants qui voudront plus vous voir parce que ils vont se mettre du côté de l'enfant pervers du parent pervers narcissique et soit ne plus vouloir vous voir, soit vouloir vous voir et puis dire du mal de vous, soit par contre prendre votre défense et en vouloir au pervers narcissique. Donc, on ne sait pas en fait, on ne sait pas
comment les choses peuvent tourner, parce qu'il peut y avoir tellement de revirements de situation. Mais en tout cas, voilà, moi aussi je vis des choses pas faciles, donc voilà, c'est pas facile tous les jours pour d'autres raisons. Il y a aussi d'autres problématiques, mais voilà, sachez-le, c'est ce qui explique la voix cassée que j'ai ce matin. Mais je voulais absolument, parce que pour des raisons de vidéo, euh, euh, terminer cette vidéo sur les enfants, puisqu'après je vais passer à d'autres séries d'émissions jusqu'au mois d'octobre, puisque je vous l'ai dit, après je vais essayer de me mettre à écrire. Donc tenez bon avec un enfant pour le protéger, ne le surprotégez pas, protégez-le simplement, mais soyez dans l'éducation, c'est-à-dire que cet enfant a besoin d'être frustré pour ne pas être un enfant tyrannique, parce qu'il y a beaucoup d'enfants tyrans, et à le surprotéger, on peut en faire un enfant tyrannique et un enfant roi en fait. Et cette toute puissance, cette illusion de toute puissance qu'ont les enfants rois peut s'allier après à la manipulation et à de la perversion. Donc en fait, non, protégez-le, mais ne le surprotégez pas, parce qu'après, sinon, il faudra vous-même vous en protéger. Ce qui semble un comble, mais qui est pourtant possible. Alors si vous avez plusieurs enfants, sachez que vous pouvez avoir un enfant qui aura peut-être le syndrome de l'infirmière, qui va prendre votre défense et vouloir vous protéger s'il a l'impression que c'est vous la victime. Et puis un autre enfant qui peut être plutôt tyrannique et qui peut tyranniser euh, euh, soit les autres enfants, que ce soit qu'ils soient du même père ou de la même mère ou pas. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent se passer comme ça dans la fratrie, sachant que le pervers narcissique, bien sûr, il joue sur ces tableaux-là aussi. Il va essayer de diviser les enfants pour mieux régner. C'est-à-dire qu'à l'un, il va mettre l'un comme bouc émissaire et faire en sorte que les autres enfants le martyrisent. Voilà. Et puis, ou un ou plusieurs, et il va en mettre un comme qui va désigner comme l'élu pour qu'il lui ressemble et qu'il devienne l'enfant roi, etc. Donc, vous voyez, le parent pervers narcissique, lorsque vous ne serez plus sous emprise, ou pour continuer son emprise, va continuer sur les enfants. Donc, il va, sans égard pour eux, bien entendu, parce qu'il faut bien que vous compreniez que le parent pervers narcissique n'a jamais de compassion pour son enfant. Il fait croire, mais au contraire, il est lui-même le bourreau de son enfant. Donc, il n'aura jamais compassion pour l'enfant. S'il en a, c'est pour vous faire passer pour le mauvais parent, pour le mauvais père ou pour la mauvaise mère. Il est capable d'utiliser les associations contre vous en faisant témoigner les enfants. C'est pour ça que c'est toujours compliqué avec le juge pour enfants, parce qu'il y a un témoignage enfant, mais vous ne savez pas comment l'enfant va réagir. Parce que l'enfant, c'est un enfant. Il peut très bien vous dire 90% du temps une chose, et puis devant le juge dire complètement le contraire. Donc ça peut être à double tranchant, vous pouvez tout perdre. Donc, moi ce que je pense, c'est que le mieux à faire, c'est de lâcher prise avec votre enfant. De même que vous allez lâcher prise avec votre ex-pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, vous devez lâcher prise avec votre enfant ou vos enfants, c'est-à-dire les protéger simplement, mais ne pas les surprotéger, les éduquer quand même, comme les autres. C'est pas parce qu'ils ont vécu de la violence qu'il faut tout leur passer. Au contraire, c'est bon pour eux de les éduquer. Continuez à les éduquer et lâcher prise, c'est-à-dire montrer que vous avez lâché prise par rapport aux parents, parce qu'ils peuvent jouer sur les deux tableaux, même s'ils ne sont pas pervers. Les enfants sains font ça aussi, pour essayer d'avoir double bénéfice chez papa et chez maman, et donc de dire ah ben oui, vous savez, vous connaissez peut-être la publicité qu'il y avait un certain moment où l'enfant revenait de chez son père ou chez sa mère, et l'autre parent lui disait mais est-ce que tu as bien mangé chez papa ou maman? Elle lui disait oh non, que des pommes de terre ou que des pâtes. Et alors l'autre parent se disait mon Dieu, mon pauvre, je vais te faire à manger comme il faut. Et il se met à cuisiner des bons plats, effectivement, et l'enfant s'amuse de ça. Parce qu'effectivement, donc en fait l'enfant il peut faire ça, même s'il est sain, parce que tous les enfants font ça au départ. Donc montrez que vous n'êtes pas dupe, que vous ne rentrez pas dans son jeu.
pour bien l'éduquer, pour pouvoir l'éduquer, qu'il ne devienne pas un enfant tyrannique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et protégez-vous aussi des instances qui sont censées vous aider. Ne soyez pas naïf ou naïve. Toutes les instances qui sont censées vous aider ne sont pas des instances qui connaissent forcément la perversion narcissique. Dans 80% des cas, ils ne la connaissent pas. Et dans 10% des cas, ils sont malveillants, tout en faisant croire qu'ils le sont. Donc attention, attention, attention. Quand vous avez compris ce qu'est la perversion narcissique, il faut comprendre qu'elle prend le visage de l'aide, très souvent. Voilà, malheureusement. Et donc, ne vous faites pas avoir. Essayez de, si vous vous sentez trop vulnérable, essayez de prendre l'avis d'autres personnes avant de vous engager, de vous dire, ah oui, si c'est une association qui s'appelle Aide aux pervers narcissiques, c'est forcément quelque chose de bien. Eh bien non, attendez pour être sûr. Voilà. Et la meilleure chose à faire, c'est de vous prendre en main vous-même, que ce soit pour vous ou pour vos enfants de toute façon. Prenez-vous en main. Dites-vous que la meilleure personne pour vous aider, c'est vous-même. Sauf dans les moments où vous êtes extrêmement vulnérable ou dans le post-traumatique, vous allez avoir besoin d'une aide pour vous sortir du post-traumatique parce que c'est quand même un traumatisme. Mais ne vous éternisez pas chez les psychologues. Choisissez un début, une fin pour un problème ponctuel. Par exemple, pour que l'enfant ne fasse plus de cauchemars, etc. Parce que ce sont que pour des choses ponctuelles qui pourront vous aider. La problématique réelle de la perversion narcissique, à part les coachs qui sont extrêmement fiables, ceux qui sont fiables, je ne dis pas que tous les coachs sont fiables, hein, je dis ceux qui sont fiables, et pour cela, il faut attendre, il faut être sûr que ce soit le cas, mais les coachs dont je vous ai parlé sont extrêmement fiables. À part cela, les autres, tous les autres psychologues, il y en a 80% qui ne connaissent pas du tout la problématique de la perversion narcissique, sachez-le. Et dans les 20% qui restent, il y en a 10% qui seront malveillants, ou alors qui vont faire se retourner les choses contre vous en disant que c'est votre faute, etc. Parce qu'ils seront eux-mêmes pervers, parce qu'il y a beaucoup de pervers dans les relations d'aide et chez les thérapeutes. Il y a énormément de pervers, donc faites attention. Chez les médecins, chez les... voilà, tous ceux qui sont dans les relations d'aide, dans le social aussi, dans le social énormément. Donc faites attention, c'est pas parce que quelqu'un est dans une relation d'aide que c'est quelqu'un de sain. Pas du tout. Et dans les 10% qui restent, vous trouverez des gens qui pourront vous aider ponctuellement. Qui pourront vous aider sur la problématique de la perversion narcissique, même s'ils ne connaissent pas la perversion narcissique, mais parce qu'ils sont des gens bienveillants. Ils pourront vous dire leurs limites. Moi, je ne peux pas vous aider sur tout, mais je vais pouvoir vous aider sur ça ou sur ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ne prenez pas peur pour tout ça. Au contraire, il vaut mieux savoir la réalité. De toute façon, vous êtes pris tellement de baffes dans la figure que ça, c'est pas une baffe, c'est au contraire, la réalité. Et ne tombez pas dans l'illusion, regardez la réalité en face. Et après ça, listez vos besoins, allez chercher ce dont vous avez besoin et prenez-vous par la main. Il n'y a que vous qui vous êtes mis dans cette situation, donc vous êtes la seule personne qui pourra vous en faire sortir. Seulement vous. Et vous pourrez en faire sortir vos enfants, en tout cas, donnez ce que vous pouvez en tant que parent. Alors une dernière chose, sachez qu'un parent, c'est pas quelqu'un de tout puissant qui doit se sentir coupable de l'avenir de ses enfants. Donnez tout ce que vous pouvez donner tant qu'ils sont enfants, c'est-à-dire éduquez-les bien, protégez-les de la perversion, montrez-leur ce qu'est la perversion pour qu'ils sachent et qu'ils ne se fassent pas manipuler à l'avenir, mais ensuite vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils vont devenir. Après, il faut les lâcher. Il faut lâcher prise. C'est-à-dire ce qui n'est pas connu généralement dans l'éducation. On pense qu'il faut qu'on n'est pas un bon père ou une bonne mère si on n'éduque pas ses enfants jusqu'à 40 ans ou des choses comme ça. Eh bien, sachez qu'on ne se sent pas coupable parce qu'on leur a donné un mauvais père ou une mauvaise mère. Ne vous sentez pas coupable toute votre vie. Si vous n'avez pas eu ce père
ou cette mère-là, il en aurait eu un autre, mais on ne sait pas. Et vous-même, vous avez eu le père que vous avez pu, vous avez eu la mère que vous avez pu. Chacun a fait ce qu'il a pu. Vous avez été un parent suffisamment bon, c'est ce qu'il faut vous dire, si vous faites comme je vous explique et comme le bon sens le veut de toute façon. Mais pourquoi je vous explique toutes ces choses? Vous le savez très certainement dans votre fort intérieur. Mais quand on est traumatisé, on oublie toutes ces choses simples. On oublie le bon sens parce qu'on est traumatisé. Et on est dans la confusion parce que la perversion nous met dans la confusion. Donc, ce que je vous dis, c'est pas, n'allez pas prendre les choses à la lettre. Il faut comprendre le fond de ce que je veux vous dire. Et surtout, avancez, avancez et n'ayez pas peur. Sortez de cette peur. Ayez confiance en vous, confiance en la vie. La vie vous donnera d'autres choses magnifiques auxquelles vous n'auriez jamais pensé avoir droit et que vous n'auriez jamais pensé connaître après la perversion narcissique. Et comme vous en serez sorti, vous aurez fait plus que vous en sortir. Vous pourrez vous épanouir. Ce sera avec ou sans vos enfants. Mais vous aurez aussi une vie après avoir éduqué ces enfants. Parce qu'on éduque ces enfants un temps. Après, il y a une vie pour vous-même aussi. Donc ne vous sentez pas coupable de ce que vont devenir les enfants. Ils deviendront ce qu'ils deviendront. C'est aussi de leur ressort. Voilà. Et quand bien même ils vous reprocheront telle et telle chose, ce que font souvent les enfants, ce que moi-même j'ai fait pour mes propres parents, et ce que vous avez certainement fait par rapport à vos propres parents, nos propres parents ont fait ce qu'ils ont pu, et on comprend après, et on leur pardonne parce qu'ils ont eu leurs propres problématiques. Voyez? Donc en fait, je pense que tout le monde vit des choses extrêmement difficiles dans la vie. Il y a des personnes qui vivent des choses plus problématiques que d'autres. Mais vu l'époque actuelle, il y a énormément de pervers narcissiques ou énormément de personnes toxiques ou seulement perverses. Et donc beaucoup de couples dysfonctionnels avec des pervers narcissiques. Et donc beaucoup de personnes sont dans cette souffrance et dans cette confusion et ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Donc j'espère que cette vidéo, cette émission vous aura permis de comprendre ces choses, vous aura permis de vous octroyer le droit de lever la tête et de dire ok, j'ai compris tout ce qui s'est passé, maintenant je me prends en main, maintenant je vais me soigner, puis je vais me prendre en main, moi j'ai le droit d'avoir du bonheur, je vais faire ce qu'il faut pour mes enfants, mais j'ai le droit aussi à du bonheur. Et puis avec de la chance, mon enfant deviendra quelqu'un de bien ou pas. Ce n'est pas de ma faute s'il devient quelqu'un de bien ou de pas bien, parce que j'aurais fait ce qu'il faut pour. Déjà, il y a l'autre parent, et puis l'enfant, il construit sa propre vie. Il a sa propre responsabilité. Et c'est bien de montrer aussi à l'enfant, c'est pour ça que je dis aussi de lui dire, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que tu ferais? Et on discute, vous voyez, sur le sujet, en fonction de l'âge de l'enfant. Mais c'est bien aussi de lui demander qu'est-ce que tu en penses, parce que ainsi, vous ouvrez la porte de la pensée par lui-même. L'enfant, enfin, peut penser par lui-même et peut se dire, ah, j'ai le droit de penser par moi-même. Tu écoutes finalement ce que je pense. Donc, ma pensée, ma propre réflexion, elle a une valeur. Parce que souvent, il pense que ce qu'il dit n'a pas de valeur, étant enfant, du fait de sa position d'enfant, et du fait que le pervers narcissique, tout en disant le contraire, lui montre qu'il n'a aucune valeur, que ce qu'il pense, c'est rien du tout, ou qu'il n'est pas capable de penser. Donc, remettez-lui toujours devant, alors c'est pas sa propre responsabilité, parce qu'il est encore petit pour avoir des responsabilités, mais il peut avoir sa responsabilité à son niveau. Par exemple, à 6 ans, on peut avoir une responsabilité de 6 ans. À 12 ans, on a une responsabilité de 12 ans. À 18, une responsabilité de 18. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner des petites responsabilités, une certaine autonomie, parce que, par exemple, dans l'éducation, la liberté, ça va avec la responsabilité. Plus vous lui donnez de liberté, plus vous lui donnez de responsabilité, et lui expliquer que l'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'on est libre quand on est responsable. Parce que quand on est responsable, on est capable de savoir ce qui est bon pour soi. Et donc, on est capable d'être libre, parce qu'on est capable de faire des choix par soi-même.
Voilà, ça c'est une chose importante. Je m'excuse de la trouver seulement maintenant à la fin de la vidéo. Parce que je n'ai pas fait de plan, je vous ai fait la vidéo comme ça en fait. Et la responsabilité s'apprend par la liberté. Ça va lui donner envie de grandir pour justement avoir des responsabilités, pour avoir de la liberté. Et le fait de lui dire qu'est-ce que tu en penses, ça va lui apprendre très tôt à réfléchir par lui-même. Voilà, je ferai d'autres vidéos sur la réflexion par soi-même, ou la philosophie apprise aux enfants, des choses comme ça. Dites-moi si vous avez envie, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, parce que je dois travailler sur le sujet pour donner des choses plus claires, mais là j'avais envie de vous donner, pour finir ces émissions, des choses puisqu'on me l'avait demandé. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.